compte avant tout, c'est que les personnes puissent vivre. Alors certes, elles ont, pour ne pas paraphraser le film, un petit truc en plus, mais avant tout, ce sont des personnes. Et ça, je crois que c'est ce qui doit nous habiter vraiment tous les jours dans l'ensemble de nos décisions, c'est faire en sorte qu'elles puissent vivre. Voilà. Quel que soit l'âge et le handicap de la personne, ces gens sont d'abord des personnes. Et bien sûr qu'ils peuvent avoir des besoins liés à leur handicap, mais que faisons-nous de leurs aspirations ? Bien sûr que je peux avoir besoin, par exemple, de faire un régime en raison de problématiques de santé, mais si j'ai envie de manger des frites et du chocolat, alors comment on arbitre ? Comment ferions-nous chez nous ? Nous pouvons arbitrer pour nous-mêmes. Et arrive avec cette question des aspirations de dire « rien pour les gens sans les gens », sortons d'une vision morale, et puis surtout, une des premières aspirations, on disait vivre, mais habiter, est-ce qu'on accepterait, aucun d'entre nous, d'être seulement hébergé quelque part ? Est-ce qu'on ne peut pas offrir un peu plus quand même et leur permettre d'être vraiment chez eux ? Et c'est là qu'apparaît ce mot domiciliaire, donc se dire peu importe où les gens habitent, pitié, pitié, faisons des choses domiciliaires. Un jeune homme donc vivant dans un foyer de vie m'avait confié avoir une petite amie à l'extérieur du foyer, mais il ne pouvait pas le dire, car on n'a pas le droit d'amener des gens extérieurs dans notre chambre. Et ils ne veulent surtout pas qu'on ait des relations ensemble. Sans généraliser cet exemple singulier, il illustre clairement l'existence de règles restrictives spécifiques dans nos établissements médico-sociaux. Ces règles sont parfois écrites dans les règlements de fonctionnement, mais sont souvent intériorisées par les personnes elles-mêmes. L'organisation de nos espaces de vie, c'est l'insertion dans la vie ordinaire, dans l'espace de vie ordinaire accessible à tous. Alors ça a l'air, gentillet. En fait, c'est très polémique, ce sujet. C'est beaucoup plus polémique qu'on ne peut le penser. Parce que cette option d'une société inclusive, comme on dit, accessible, à laquelle je crois profondément, peut apparaître comme un peu idéaliste, un peu déphasé, par rapport à ce qu'est effectivement aujourd'hui l'accès de tous au milieu ordinaire de travail, de loisirs, de vie économique, de scolarité, de transport, etc. Et surtout pas assez attentif, et ça rejoint là aussi un des sujets évoqués tout à l'heure, pas assez attentif à la protection, à la sécurité que peuvent apporter des environnements adaptés, portés par des institutions spécialisées dans le milieu protégé. Et donc, sous cette thématique, ce deuxième pilier, de l'espace de vie inséré dans la société ordinaire, se niche le sujet complexe et un peu éruptif de la désinstitutionnalisation. Habiter, c'est vraiment une dimension existentielle. Denis l'a rappelé aussi dans son propos de tout à l'heure. Donc habiter, c'est plus qu'être, c'est vraiment exister. Et pour ça, on a besoin de deux choses. Essentiellement, on a besoin d'un chez-soi, j'y reviens pas. On a suffisamment défini, et puis je l'ai redit tout à l'heure, un peu les conditions de ce que peut être un chez-soi et les nécessités. Et à partir d'un chez-soi, si véritablement on habite un chez-soi, on peut se déployer vers la ville déjà et vers la cité. Donc j'ai fondé l'association avec d'autres personnes, l'association nationale pour la scolarité et le handicap, justement pour pallier en fait à cette difficulté-là de ok, il y a beaucoup de choses qui se font dans la scolarité autour du handicap, il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup d'acteurs à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il y a, en tout cas de ce que j'ai trouvé en discutant avec d'autres associations, peu d'acteurs concernés aussi, concernés directement par des difficultés scolaires qui font des associations autour du handicap. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, bien évidemment, mais en fait ça a été dans cet objectif-là, cette association, et pour aussi faire du lien, faire des sensibilisations, faire du lien aussi entre dans le monde universitaire et pas que, pour vraiment intervenir et discuter de l'inclusion en fait. Ce qui me semble important quand même ici, c'est de dire que l'idée de l'école pour tous, elle oblige le milieu scolaire à réfléchir globalement à son environnement. Vous en avez parlé par rapport aux locaux, enfin à l'espace. Je pense que l'environnement, c'est aussi l'environnement pédagogique. Il y a toute cette question-là qui nous reste toujours sur nos représentations, quid de niveau d'accessibilité, du niveau de compensation, l'un empêchant l'autre, alors qu'en définitive, l'accessibilité pédagogique, c'est le cœur du métier, c'est le cœur du métier de l'école. Et donc, moi et d'autres, on a listé d'abord tout ce qu'on aurait aimé avoir quand on est sorti de l'institution. Parce que aujourd'hui, l'institution,
c'est tellement bien protégé que après, ça peut être très violent. Et l'idée, c'est d'avoir des connaissances sur les droits, sur l'accès au travail, sur les activités, le bénévolat, les choses comme ça. Vous avez une vingtaine d'activités aujourd'hui. Et voilà un peu tout ce qu'on a voulu faire en créant Café & Co, au centre de tout ça, en ayant pour nous le lieu de convivialité qui est un café. C'est-à-dire que les enjeux climatiques et écologiques nous obligent. Et nous obligent pour réfléchir, mais est-ce que mon coin sera encore habitable par mes successeurs? On le sait, une partie de la France ne le sera plus et ne l'est déjà plus. Le premier camping de France a été déplacé il y a quelques semaines. On revient là à Friedrich Unterwasser, qui nous disait les 5 pots. Et d'une certaine manière, c'est très proche, notre petite Rainette nous rappelle, et c'est très proche du prendre soin de soi, du prendre soin des autres, du prendre soin du vivant et de ce qui nous entoure. C'est la convention relative aux droits des personnes en situation de handicap, d'accord ? Vous êtes tous au courant que la France l'a ratifiée quand même. Donc on ne peut pas se dire, tiens, on prend une petite partie de ce qui nous intéresse et puis le reste, on ne le prend pas. Ce que nous dit l'ONU, c'est l'approche par les droits fondamentaux. C'est-à-dire que c'est mettre fin aux vies institutionnalisées. Ça veut dire quoi ? C'est respecter les droits fondamentaux dans des lieux de vie que j'ai choisis. Voilà. Donc tout le monde est d'accord avec ça. Ben voilà. Donc c'est pas choquant de dire ça. Par contre, c'est compliqué à mettre en place. Et on l'a vu aujourd'hui en quoi l'architecture permet en définitive aussi de prendre en compte en fait les droits fondamentaux des personnes.